L'équipe de France a-t-elle les armes pour devenir championne du monde? On va en parler, mais avant ça, générique. Bonjour, bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur la causerie. Très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour le petit récap de la Coupe du Monde. Vous connaissez le rendez-vous chaque jour après les 6 matchs cette fois-ci de la nuit. Ça fait vraiment beaucoup trop de matchs, je vous assure que c'est un enfer. J'ai pas pu tous les voir, il y en a un ou deux que je n'ai pas regardé. J'ai regardé un résumé, mais malheureusement on peut pas non plus 6 matchs dont 4 post 2h du matin, ça commence à devenir rude. On va se focus sur ce France-Norvège bien évidemment, qui était le troisième match de poule de l'équipe de France. Première place validée pour les Bleus contre une Norvège bien remaniée, et on va voir ça sur quelques screens, quelques petites analyses à droite à gauche, parce que forcément cette Norvège a été un petit peu... forcément, on attendait une équipe type, une lutte pour la première place, et finalement cette Norvège nous a sorti une équipe B remaniée à... on va dire concéder la défaite avant que le match se joue contre l'équipe de France. Ils ont abdiqué, les Norvégiens, et on va pouvoir analyser ça tranquillement dans cette vidéo. Voilà, l'équipe de France, victoire 4-1, triplé d'Ousmane Dembélé, but de Désiré Doué à la 94e contre un but d'Asgard. À la 20e minute de jeu pour les Norvégiens pour réduire un petit peu le score, mais l'équipe de France était au-dessus en termes statistiques. Voilà, même si elle a moins digé que cette équipe norvégienne, elle a quand même bien dominé cette rencontre avec un très très gros début de match, un gros travail sans ballon également. Une composition d'équipe de l'équipe de France quasiment type, avec un Manu Koné, Tchouaméni, un double pivot tenté à la place d'Adrien Rabiot, Maxence Lacroix mis à la place de Saliba pour reposer William Saliba, et Désiré Doué qui retrouvait son poste à gauche à la place de Bradley Barcola. Voilà. Double passe D pour Mbappé sur ce match-là, qui ne marque pas, mais qui fait marquer. Un penalty arrêté par Mike Maignan, et quand même de beaux arrêts pour se mettre un petit peu en confiance. Il avait été un petit peu critiqué. C'est réponse du côté du gardien de l'AC Milan. Et après, des points faibles et latéraux, on en parlera. C'est peut-être le point faible de cette équipe de France-là, et c'est peut-être ce qui peut faire peur derrière pour tenter d'aller au bout. Voilà, avant de passer à la petite analyse tactique, cette statistique que je suis obligé de vous partager, qui est extrêmement importante. Maxence Lacroix, avec sa titularisation, est devenu le 4e joueur à jouer en Coupe du Monde en ayant dans son prénom et dans son nom la lettre X. Voilà. C'est hyper important cette statistique. Alexios Alexandris, Alexandros Alexiou et Alexandros Alexioudis, qui ont joué avec la Grèce en 94, sont les 3 autres. Voilà. C'était une statistique extrêmement importante. Et une autre statistique hyper importante, c'est la première fois que 2 pays se rencontrent avec le fait qu'on puisse faire le drapeau de la France au sein du drapeau de la Norvège. Voilà, allez, on va passer au truc un peu plus important parce qu'on en a rien à foutre, c'était marrant. On est parti, analyse donc de cette rencontre-là. Hop, je vais vous afficher les petits screens, on prend les Epic Pen, vous connaissez la musique, on est parti. Équipe de France, Norvège, 3e match. Alors, il faut peut-être pas prendre ce match comme argent comptant, parce que c'est une équipe B de la Norvège qui était assez faible, on va le dire. Concrètement, cette Norvège-là, si elle fait tourner, c'est très très faible. Et cette équipe de France-là s'est plutôt baladée avec, on connaît maintenant le quatuor offensif, Dembélé à droite, Mbappé dans l'axe, Doué à gauche, Michael Olise en numéro 10, c'est le plus important. On verra qu'il y a pas mal de permutations entre ces joueurs-là. On a un double pivot Koné, Tchouaméni, on a Théo Hernandez et Jules Koundé sur les côtés, qui parfois vont venir s'incorporer dans le demi-espace entre les joueurs. Ils font ça plusieurs fois. C'est la classique du côté de cette équipe de France-là. Voilà, c'était ça qu'on voulait mettre en parenthèse. Vous voyez, parfois, ça est le cas avec Jules Koundé, mais c'est aussi le cas avec Théo Hernandez. Ils viennent s'incorporer dans cette ligne offensive. On a Mbappé qui est dans l'axe, Doué et Dembélé qui vont manger la ligne médiane, enfin la ligne de touche, pardon. Dembélé est limite en dehors du terrain, Doué est limite à côté de Solbakken, l'entraîneur norvégien, Hernandez pour laisser la place du coup à Théo Hernandez de s'incorporer dans l'axe. On a un bloc norvégien qui était assez compact au départ, une défense, un bloc norvégien en 4-5-1, on le verra un petit peu mieux tout à l'heure, mais globalement, ce bloc norvégien en attaque, c'est du 4-5-1. Pour essayer de défendre l'axe, et malheureusement ils ont laissé un peu trop d'espace sur les côtés, ces Norvégiens-là, et ça va payer assez cash sur cette rencontre. Mais ils ont été acculés, les Norvégiens, dès le début de rencontre. En fait, les Français ont mis en place vraiment ce contre-pressing, cette force-là, avec notamment un très bon match sans ballon de Kylian Mbappé, très bon match sans ballon du double pivot Koné, Tchouaméni. Mais vous voyez, ces Norvégiens-là, ils sont complètement acculés dès le début de rencontre. Je pense que là, on est genre à la 4e minute de jeu, t'as les 10 Norvégiens sur 11 dans la surface de réparation. Sur cette occasion-là, alors Dembélé est en position de centre, mais vous voyez, vous avez quand même ces Norvégiens qui sont acculés sur leur but, qui ne peuvent absolument pas sortir. L'équipe de France a fait un excellent début de match, et forcément ça fait très très mal derrière pour cette Norvège-là.
Le travail de pressing, on en parlait de 100 ballons, c'est le travail de pressing notamment de Aurélien Tchouaméni et de Manu Koné qui ont récupéré pas mal de ballons. Ils ont joué assez haut, ils sont venus récupérer les ballons très très haut, on verra sur d'autres séquences, mais c'est l'un des points importants aussi de cette rencontre. C'est ce très très bon match, mine de rien, d'Aurélien Tchouaméni, on le voit encore une fois ici, qui vient harceler le milieu de terrain norvégien. Dès qu'il y a une passe, il les laisse pas se retourner, ils font très mal. Koundé est là en soutien assez haut. Upamecano, hop, se décale à droite pour couvrir l'espace laissé par Jules Koundé. On a Manu Koné qui couvre ici l'axe avec Désiré Doué. On a cette équipe de France là en fait qui défend. Alors là, ça se voit pas très bien, mais qui a toujours défendu son ballon en 4-4-2 avec Dembélé, Mbappé devant et un genre de quatuor Doué, Koné, Tchouaméni, Olysée. Qui venait également défendre sur ces formations en 4-4-2. On le voit parfois. Parfois, c'est un peu un 4-3-3 un peu hybride. C'était assez spécial, mais ça fait assez mal. Ça, c'est l'ouverture du score de l'équipe de France, but de Dembélé. Alors, très très vite, Théo Hernandez récupère ce ballon là dans les pieds. On a Michael Olise qui vient descendre parfois chercher les ballons. Théo Hernandez va contrôler ce ballon là. On voit Kylian Mbappé qui est au grain, qui est au coude à coude avec le défenseur norvégien. On veille au grain sur Kylian Mbappé. Mais ça n'empêchera pas le Kicks de prendre ce ballon. On a cette petite séquence en fait entre Doué et Théo Hernandez, c'est perdu, mais tout de suite on a le harcèlement de Manu Koné qui va récupérer ce ballon-là, en fait, sur cette séquence-là. C'est récupération de Manu Koné, on a vu Aurélien Tchouaméni très agressif, mais là c'était Manu Koné. Récupération de balle, c'est transmis avec cette récupération à Kylian Mbappé qui a décroché, vous voyez, il était au coude à coude avec le défenseur norvégien, là il n'y a plus personne sur lui. Cette passe, il a pris l'information juste avant de faire cette passe-là rapidement sur le positionnement d'Ousmane Dembélé il va faire sa course plein axe. Il y a quand même un intervalle géant laissé par les Norvégiens ici. Mbappé, se retournant, une touche de balle, va transmettre ce ballon-là parfaitement. Dans l'intervalle laissé béant par le latéral norvégien, en fait, qui s'était projeté parce que la Norvège venait de récupérer le ballon, donc lui, il s'est tout de suite projeté, sauf que du coup, ça a été très vite récupéré par l'équipe de France grâce au pressing de Manu Koné, et derrière, ça fait Cajot, et là, en fait, on a le problème aussi numéro 1 de la Norvège sur ce match-là. Regardez l'espace laissé entre la défense norvégienne et Ousmane Dembélé, on ne laisse pas autant d'espace à un ballon d'or, parce que derrière ça fait but, et en fait globalement la Norvège n'a absolument pas compris, j'ai l'impression, sur ce match-là, parce que Dembélé leur a fait limite pas 3 fois le même but mais presque, et surtout ils ont laissé ce pauvre, alors j'ai plus le nom du latéral norvégien, mais ce pauvre gars en 1v1 contre Dembélé tout le match. Enfin tout le match, en tout cas sur toute la première mi-temps, sur les 3 buts, Dembélé il est en 1 contre lui, il n'y a aucune prise à 2. La projection aussi de l'équipe de France qui va très très vite en transition, ça fait mal. Et tu laisses trop d'espace à Dembélé. Regardez l'espace qu'il a ici pour ajuster. Il fait le crochet pour finir sur son pied droit. Et ça fait 1-0 pour l'équipe de France sur ce but-là. Et ça fait extrêmement mal pour Ousmane Dembélé. Ça fait de la mise en confiance, mais il a beaucoup d'espace laissé par cette défense norvégienne, et forcément ça aide. Là on est sur une occasion norvégienne, mauvaise relance de Dayot Upamecano qui va chercher Michael Olise, c'est bien anticipé par la Norvège, on coupe l'angle de passe juste ici, pour pouvoir récupérer ce ballon là, et c'est l'une des petites faiblesses de l'équipe de France défensivement. Il y a eu un petit peu de friabilité certaines fois, un peu de manque de concentration sur certains aspects. Dayot Upamecano, qui a fait 2 excellents matchs, a été un petit peu moins bon sur cette rencontre-là. Maxence Lacroix a peut-être pas fait le match qu'on espérait, pourtant sur cette récupération norvégienne, là il a parfaitement anticipé, vous voyez, alors relance donc tout de suite la transmission, et la Norvège a ce 2 contre 1 à négocier contre Maxence Lacroix. Oscar Bob est tout seul juste ici, mais on voit en fait le joueur norvégien, il se met directement dans l'optique de lui donner, c'est un peu téléphoné en fait cette passe vers Oscar Bob, ce qui est très bien anticipé par Maxence Lacroix, qui va pas se jeter, qui va rester là, qui va couper l'angle de passe, récupération du coup, mais première frayeur pour les Bleus, qui défensivement ont peut-être quelques failles à exploiter pour ses adversaires. Évidemment, quand on affrontera un adversaire plus qualitatif, ça sera peut-être un peu plus dangereux. Le travail toujours d'Aurélien Tchouaméni, grosse récupération de balles du milieu de terrain du Real Madrid. Tac, vous voyez, il est très très haut. On voit toujours cette défense en 4-4-2 avec Mbappé, Dembélé devant. Les 4 là, Koundé joue très haut parce qu'on empêche la relance norvégienne. L'équipe de France a joué très haut, contre-pressing, récupération de Tchouaméni qui a récupéré un nombre de ballons monstrueux. Il donne à Mbappé, et là je me suis dit, Mbappé, est-il être altruiste sur ce match-là, parce que regardez, il est dans un carré là au milieu des Norvégiens, il a pas mal d'espace. Et je pense que Kylian Mbappé initialement aurait peut-être frappé, parce qu'il est quand même en belle position de frappe plein axe pour aller peut-être s'offrir un but. Et il va la distribuer à Michael Olise, très altruiste, très gentiment. Michael Olise, malheureusement, bon retour de la défense norvégienne pour tacler.
et empêcher cette passe-là. Mais voilà, récupération de Aurélien Tchouaméni très rapide, Mbappé qui va et Dembélé en fait qui se mettent parfaitement dans l'axe de passe pour empêcher une passe en retrait, sur, la défense norvégienne. En fait, il peut pas, soit il revient sur son gardien, soit il essaie de se retourner. Tchouaméni était agressif, récupération. Donc on a vu l'occasion de Michael Olise distribué par Kylian Mbappé. Sur la suite, on a cette occasion pour l'équipe de France. On voit également cette transition, enfin cette permutation, pardon, avec Mbappé qui est sur le côté gauche. C'est Olise qui se projette dans l'axe, c'est Dembélé qui est à droite, c'est Doué qui est en position un petit peu plus reculée. Mais du coup, on a une équipe de France qui, sur les transitions rapides, fait extrêmement mal. Des permutations de partout. On va retrouver ça plus tard. Mais forcément, ça a fait extrêmement mal. On voit ici un petit peu mieux ce bloc norvégien en 4-5-1. Voilà, les 5 qui sont là, les 5 milieux de terrain, les 4 défenseurs sont ici, et l'attaquant défend ici, mais un bloc qui est sur 25 mètres de largeur en fait, et laisse beaucoup de largeur à Dembélé et Doué. T'es obligé pour couvrir l'axe parce que t'as beaucoup de danger dans l'équipe de France dans l'axe, et on voyait que Michael Olise était plutôt bien couvert sur ce match-là, mais du coup ça laissait des espaces aux autres, et c'est ça qui est très compliqué de défendre sur cette équipe de France, c'est que si tu veux en serrer un ou empêcher l'un d'être plus actif que les autres vont avoir de l'espace, et forcément ça va faire plutôt très très mal. Voilà. Récupération assez haute de, encore une fois, ce gros pressing de Michael Olise, de Kylian Mbappé, de Manu Koné, de Ryan Tchouaméni. On voit ce gros pressing français. Il y a dans les 20 mètres norvégiens 1, 2, 3, 4, 5, 6 Français contre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Norvégiens. Donc vous voyez, c'est quasiment du 1 contre 1 sur ce pressing-là. Et forcément, la Norvège a eu énormément de mal à sortir les ballons. Manque un petit peu de qualité. On est sur le deuxième but de Ousmane Dembélé, le but du doublé. Ça part d'un ballon. Vous voyez, le temps, 18 minutes 59. Donc on est quasiment à la 20e minute de jeu. On a cette équipe de France donc en 4, on va dire 3 avec Olise. Donc on va dire, voilà, les deux seuls qu'on voit pas sur cette image-là, c'est Mbappé et Dembélé. Désiré Doué est à l'auteur de Manu Koné et Aurélien Tchouaméni. Parfois il est à cette hauteur-là, parfois il est juste en bloc et on voit un million en losange 4-4-2 par l'équipe de France. Là c'est une phase assez basse. On a la Norvège qui est en position d'attaque, mais le joueur norvégien, il n'est pas du tout tourné face au but de McMahon, il est dos au but. Donc forcément, il va mettre un peu de temps à sortir. C'est Désiré Doué. On voit déjà sur cette image-là qu'il commence à haranguer son pressing. Paf, il va aller récupération basse de Désiré Doué qui est juste là, qui va récupérer le ballon, qui est bien sorti. Tout de suite, il va aller chercher Michael Olise dans la profondeur parce que lui, il est dans le sens du but et il est surtout parti lancer. Les Norvégiens comprennent qu'il va falloir subir la transition rapide de l'équipe de France. Passe pour Michael Olise. On dit Désiré Doué, donc il va chercher tout de suite. 19 minutes et 3 secondes, on est au temps, donc on est 4 secondes après le premier screen, il y a la dernière touche de balle du Norvégien, donc vous voyez que ça allait très très vite. 3 secondes plus tard, on a trouvé ici en pivot, en fait, pivot gang, Mbappé, qui va résister à Ostigard. Franchement, le tirage de maillot, etc., il va pas tomber. Mbappé, il aurait pu jouer la faute et le coup franc, mais vous voyez déjà, l'intervalle, il est là. Dembélé, il est là. La course, elle est simple. La passe, elle est simple. Enfin, elle est simple. Non, elle est pas simple à faire, mais l'idée est là. On le voit. C'est cadeau, c'est offert. Il se retient bien, la défense norvégienne s'est repliée, mais pareil, Dembélé va être trouvé par Mbappé. Il a parfaitement résisté au pressing d'Ostigard. Il va pouvoir chercher Dembélé. Encore une fois, la connexion Mbappé-Dembélé est à nouveau très très bonne après le match contre l'Irak. Là, on l'a trouvé. On a 19 minutes 09, donc on est 10 secondes après la dernière touche de balle norvégienne. C'est allé très très vite, ça a mis 3 passes. Et Dembélé, en fait, va pouvoir frapper. Cette fois-ci, il va pas partir sur son pied droit, il va partir sur son pied gauche. Il a cette qualité aussi parce qu'il a les deux pieds, de pouvoir inverser. Mais regardez, donc le ballon vient d'être frappé par Dembélé. Regardez où est la défense norvégienne. C'est trop loin en fait du porteur de balle, encore une fois. Ils sont beaucoup trop loin, les Norvégiens. On laisse autant d'espace à Ousmane Dembélé, forcément, il va prendre sa chance et marquer. Ça fait 2-0. Et ça fait cajot pour l'équipe de France, mais cette équipe norvégienne laisse beaucoup trop d'espace. Assez français. On est, vous voyez, on n'a même pas eu le temps d'enlever le scoreboard de la FIFA parce qu'on est au coup d'envoi suivant, le coup d'envoi après le but. Et en fait, très vite, l'équipe de France, on dit le plus important après marquer un but, c'est les 5 minutes après avoir marqué sont très importantes. Il y a un petit peu de déconcentration. On est dans une zone où, en fait, Dembélé qui a mis un peu de temps à se replacer après avoir célébré son but, c'est dans sa zone. On a Tchouaméni qui est là, on a Koundé qui est là. On va trouver cette petite passe norvégienne dans cet intervalle-là. Qui va fonctionner parce que l'équipe de France est un petit peu passive en fait sur cette action-là, sur cette passe-là. Les 3 joueurs ici sont éliminés, l'intervalle n'est pas bien fermé. Upamecano est un peu loin. Il va se faire avoir sur l'action aussi parce que derrière il est aussi un petit peu passif sur son intervention. Il se fait avoir par la fin de Dasgard
qui va faire feinte de frappe pour aller sur son pied droit. Il se fait avoir, il se fait éliminer. Tac, terminé pour Upamecano. Et derrière, Asgard va frapper premier poteau, tromper McMaignan. Et ça fait 2-1 pour la Norvège qui tout de suite se remet quand même un petit peu dans le match. Vous voyez, 20 minutes 32 de jeu. On est quelques secondes après l'occasion norvégienne. On voit cette permutation, des Bleus aussi qui sont capables de faire ça. Olysée côté droit, Mbappé est doué dans l'axe, et c'est Dembélé qui est côté gauche. Alors il venait de frapper un corner, je crois, ou pas si longtemps que ça, mais voilà, c'est des joueurs qui sont capables de permuter, d'amener du danger. Les défenseurs envoient un petit peu de partout. C'est assez compliqué. On a toujours cette ligne française très très haute avec tes deux latéraux et tes milieux de terrain prêts à déclencher un contre-pressing en cas de perte de balle. Et forcément, ça fait assez mal du côté des Bleus. Sur cette séquence-là, on voit très très bien le bloc français. Vous voyez ce 4-4-2. Donc on a les 4 défenseurs qui sont sur cette ligne-là. On a ce milieu de terrain en losange avec Doué donc, qui resserre dans l'axe aux côtés de Tchouaméni et Manu Koné en numéro 6. Olysée en pointe haute. Et donc, ces deux attaquants, Dembélé et Mbappé, c'est comme ça que défend l'équipe de France. C'est ce 4-4-2 losange. Forcément avec un Désiré donc, qui revient dans l'axe et un Dembélé qui se met axial à côté de Kylian Mbappé. J'ai pas pris énormément de screen, mais le match sans ballon de Kylian Mbappé aussi, où il va couper les axes de passe, il profite de sa vitesse aussi pour aller très très fort sur le pressing adverse. C'était ultra intéressant. Je ne l'ai pas mis en lumière là, mais je tenais à le dire quand même parce que c'est hyper important. Mais très très beau bloc défensif de l'équipe de France, 4-4 de losange pour défendre sans ballon. But de Dembélé, ça c'est le troisième, le triplé. C'est une excellente séquence de jeu, une très très belle sortie de balle. Le ballon vient d'ici, il est sur la ligne de 6 mètres. Upamecano va chercher une longue passe vers un Dembélé qui est par là, qui va venir décrocher par ici. En fait, il est caché là dans l'image, mais il est bien là, Ousmane Dembélé. Donc on a une sortie de balle avec une première passe longue de Upamecano sur le côté droit. Derrière, le ballon va être ressorti par Dembélé qui est venu chercher Koundé, s'est mis dans l'intervalle là, dans le demi-espace l'attaque pour prendre le ballon. On va ressortir tranquillement ce ballon là, parce qu'on voit que c'est un petit peu fermé. Longue séquence de possession de balle pour l'équipe de France. Il va jouer Koundé en bas, il va rejouer sur Upamecano. Tac, voilà, passe en retrait classique pour essayer de faire sortir un petit peu les Norvégiens du bloc. On va aller chercher Mike Maignan qui lui va tout retourner. Donc on a fait cette passe-là. Mike Maignan va pouvoir chercher ici. On a ressorti le ballon proprement du côté de l'équipe de France. On va chercher l'axe avec Manu Koné qui va faire une longue course, parce que Manu Koné prend le ballon à peu près ici. Il va faire une course, il va le lâcher, il va être à peu près au-delà du milieu de terrain norvégien, Manu Koné. Et cette course-là, il ne sera jamais attaqué. C'est-à-dire que les Norvégiens, ils sont hyper loin, ils se replacent. Vous voyez, ils sont tranquillement ici, les Norvégiens. Il n'y a pas un mec qui va sortir sur Manu Koné, ne serait-ce que l'approcher à 5 mètres. Il va pouvoir continuer sa course. Il va distribuer à Ousmane Dembélé. Vous voyez, Manu Koné, il est jusqu'à la 35 mètres du but norvégien avec le ballon sans être attaqué. On va trouver Dembélé ici à droite. On va avoir une séquence de possession où finalement on va ressortir. On va aller chercher l'autre côté avec Mbappé et Désiré Doué pour aller étirer ce bloc norvégien. Et pouvoir le redécaler de l'autre côté. Donc on a une très longue possession de la part de l'équipe de France qui va pouvoir tranquillement étirer ce bloc norvégien. On va trouver Manu Koné ici. Tac, hop, je reprends mon stylo. Manu Koné ici avec le ballon. Au départ, je pensais que Manu Koné allait tout de suite chercher Dembélé dans l'intervalle là. Finalement, il va aller trouver la passe sur Aurélien Tchouaméni qui est sur la même ligne. Et en fait, Tchouaméni il est sur une bonne position. Soit il peut frapper, soit il peut distribuer. Tchouaméni va prendre ce ballon tout de suite se retourner. Il va tout de suite se retourner pour aller chercher Ousmane Dembélé dans l'intervalle ici. Et vous voyez qu'en fait, Ousmane Dembélé, entre-temps, l'écart avec le latéral norvégien, il a grandi en fait. Il y a un plus gros espace et toujours cette même faille du côté de la Norvège. Ça a été ça sur les 3 buts de Dembélé. Non seulement ils sont trop loin, mais en plus, il laisse ce pauvre latéral norvégien en 1 contre 1 contre Ousmane Dembélé. Et forcément, là, Ousmane Dembélé, il s'amuse. C'est cadeau pour lui. Il va pouvoir revenir dans l'axe et frapper, mais encore une fois, la Norvège est trop loin du porteur de balle français. C'est le cas depuis le début de l'action. On l'a vu sur la percée de Manu Koné, on le voit ici sur la défense de Ousmane Dembélé. Il est en 1 contre 1, il y a trop d'espace. Forcément, ça fait frappe et ça fait cajou pour les Bleus. Encore un gros pressing français à la perte de balle norvégien. Très très vite, on va mettre du pressing. Alors cette occasion-là, je crois que les Norvégiens arrivent à sortir le ballon parce qu'Oscar Bob a quand même été l'un des éléments techniquement qui était au niveau et surtout qui a mis du danger dans cette équipe norvégienne. Mais voilà, encore une fois, gros phase de pressing de la part de la Norvège. Vous voyez sur les seconds ballons, ils essaient d'être agressifs. Sortie très haute, encore une fois, de Dayot Upamecano pour aller récupérer ce ballon-là. Et en fait, l'équipe de France a été très intéressante sur ses récupérations hautes parce que derrière, il y a une grosse projection. Tu récupères le ballon assez haut dans la partie de terrain adverse. Donc, tu es plus près du but adverse. Et en même temps, tu arrives à te projeter très très vite. Donc, elle fait extrêmement mal sur ça aussi. Il y a un autre aussi aspect du jeu français qu'on utilise très très peu, mais
qui est présent et qu'on a vu un petit peu aussi contre le Sénégal, et qu'on revoit là, c'est ce jeu long d'Ayo Upamecano, en fait, parce qu'il a une qualité de jeu long qui est assez intéressante. Quand on lui laisse un petit peu d'espace, quand, vous voyez, les Norvégiens sont assez hauts, mais ils sont assez passifs. Il y a 6 Norvégiens dans cette partie de terrain. Le pressing, il n'est pas très intense de la part des joueurs de Solbakken. Et du coup, on peut aller chercher ce jeu long de la part de Dayot Upamecano qui va chercher tout de suite Désiré Doué, ce qui fait qu'on a gagné 40 mètres avec le ballon et que tu as la moitié de l'équipe norvégienne qui est sortie parce que là, au moment où Désiré Doué contrôle, alors certes, il n'y a que Mbappé, donc ça manque peut-être un petit peu de soutien. Et ça, bon, bah, ça arrive. Mais surtout, en fait, tu n'as que 3 Norvégiens derrière. Donc en fait, techniquement, c'est un 2v3. Alors ça finira sur une frappe de Michael Olise, je crois, cette action-là. Mais en fait, c'est un des aspects du jeu français aussi qui est intéressant, c'est que c'est très peu utilisé, mais c'est une arme qui est également dans la palette, avec grâce à Dayot Upamecano notamment, sur ce jeu long. Ça, c'est le penalty, je crois, norvégien. Si je dis pas de bêtises, retour des vestiaires. Et là, c'est un enchaînement d'erreurs du côté français. Tout d'abord, on l'a dit, le match Upamecano, il n'est pas non plus... c'est peut-être son pire match depuis le début de la Coupe du Monde. Il a été moins bon. Il perd son duel ici à la tête. Sur ce jeu long norvégien. Là, on a cette un petit peu incompréhension, Maxence Lacroix qui pense ballon de la tête, qui donne vers Jules Koundé, mais les deux sont très proches. Jules Koundé, il a un joueur dessus, c'est pas très bien joué non plus, c'est un peu cafouillé, et du coup, forcément, ça n'avait pas été très bien joué. C'est récupéré par la Norvège, qui va pouvoir aller chercher très très rapidement Oscar Bob. Oscar Bob, il met sur le cul Manu Koné sur un crochet, il va remettre sur le cul, il va aller provoquer le penalty sur Théo Hernandez qui est en retard sur son intervention, il se fait un petit peu balader. Et ouais, Théo Hernandez a été un petit peu en difficulté défensivement et j'ai peur qu'en fait, sur un match où, je vous dis une bêtise, mais imaginons tu joues l'Espagne, et on parlera de l'Espagne tout à l'heure, mais qui aura la minimale sur ce côté droit. Une Espagne qui aime bien avoir le ballon, peut-être potentiellement l'équipe de France laissera le ballon à l'Espagne et jouera bloc bas et en transition rapide. Je trouve que sur un bloc bas où tu dois faire que défendre, par exemple, je suis pas sûr que Théo Hernandez soit la meilleure des solutions. Peut-être que je préférerais Lucas Digne. Ou alors, regarde, à la limite, un Adrien Truffert, mais il n'est pas là. Mais en fait, un Théo Hernandez est très intéressant sur une équipe qui se projette énormément. Et comme le fait l'équipe de France, et en fait, offensivement, il amène beaucoup de choses. Mais c'est vrai que défensivement, il y a beaucoup de lacunes et malheureusement, c'est difficulté. Penalty qui sera finalement stoppé par Mike Maignan, qui est un as dans l'exercice, ça, il n'y a aucun souci. Et forcément, c'est assez intéressant. La Norvège qui va revenir avec d'autres intentions, c'est-à-dire avec un pressing un peu plus intense en début de seconde période. Oui, les Norvégiens, ils jouent plus haut. C'est pas forcément qu'ils jouent plus haut, mais ils jouent de manière un petit peu plus intense, ce qui oblige les Français parfois à un petit peu allonger. Il y a quelques séquences de pressing où les Norvégiens vont récupérer des ballons, mais globalement, ils n'ont pas été non plus hyper dangereux. Ça, c'est un autre ballon intéressant, et c'est l'un des aspects positifs de ce match-là, hormis son match sans ballon, Kylian Mbappé avec ballon. Mais en fait, en pivot comme ça, finalement, ce poste de numéro 9 lui convient bien, puisque là, c'est une récupération, jeu long. Il va jouer en talonnade là sur Désiré Doué, je crois, en une touche. Et il va faire avancer ce bloc. Il a été très intéressant aussi. Techniquement, c'est très propre. On va le trouver ici. Derrière, on va pouvoir se projeter. Ça va jouer rapidement du côté de l'équipe de France. Et cette phase en transition rapide est hyper intéressante. Forcément, ça fait très très mal, même si les Norvégiens ont mis un pressing un peu plus haut, ça n'a pas empêché les Français, techniquement parlant, d'être propres et donc de sortir ces ballons-là. Et forcément, vous voyez que ça donne une occasion avec un Désiré Doué qui s'est projeté, qui va tout de suite retrouver Kylian Mbappé dans la profondeur. Et en fait, en 3 passes, en l'espace de 4-5 secondes, en l'espace de 3 passes, tu récupères le ballon et tu te mets à créer du danger terriblement efficace, cette équipe de France en transition rapide. C'est le dernier but, c'est celui de Désiré Doué. Sur une percée de Bradley Barcola qui vient de rentrer. Vous voyez, Bradley Barcola, il est toujours dans ce carré, un Norvégien, mais vous voyez, l'espace est quand même assez important. Les Norvégiens, ils défendent un peu en dilettante. 93e, tu perds 3-1, c'est l'équipe B, je peux comprendre, mais bon, quand même, ça a été quand même le mot d'ordre de ce match-là. Barcola va passer. Vous voyez, on est à 93 minutes et 6 secondes. 3 secondes après, il se met en position de centre, il est toujours pas attaqué, il est peinard. Désiré Doué, lui, dans la surface de réparation, il est solo au point de penalty. On a même Ryan Cherki au second, qui est tout seul. Donc voilà, Mateta occupe un petit peu la défense norvégienne, mais globalement, il y a 2 joueurs sur 3 il y a que 3 joueurs dans la surface de réparation française, enfin norvégienne, il y a 3 joueurs français tout seuls, il y en a 2 qui sont complètement démarqués. Sur le centre, Désiré Doué prend ce ballon-là, assez tranquillement, et il va marquer de la tête un beau but pour s'offrir également une statistique. Ce qui fait que tous les joueurs français offensivement ont été décisifs quasiment. Passé pour Bradley Barcola. Et on sait que la relation Doué-Barcola est hyper intéressante. Les deux s'entendent très très bien et forcément ça a parfaitement fonctionné sur ce match-là. Voilà, c'était globalement l'analyse. Il faut retenir que cette équipe de France a joué contre une Norvège qui était assez faible parce que c'était l'équipe B, mais a été très intéressant. Match de Mbappé en pivot assez intéressant. Match sans ballon d'Mbappé très intéressant. Ce quatuor offensif marche très très bien. Grosse équipe de transition rapide.
Manu Koné a marqué beaucoup de points sur les 2 derniers matchs qu'il a joués. Il a une grosse activité, franchement, il est hyper intéressant. Et en fait, sur ce trio Rabiot, Tchouaméni, Koné, vu que tu joues K2, mine de rien, qui est-ce que tu sors derrière pour jouer un gros match? On sait qu'on a commencé avec Tchouaméni et Rabiot contre le Sénégal. Rabiot a fait une très très bonne deuxième mi-temps. Manu Koné était très bon contre l'Irak, et là, Aurélien Tchouaméni a été également très très bon sur ce match-là. Grosse activité de la part d'Aurélien Tchouaméni, qui a réalisé le plus d'actions défensives et qui a touché 86 ballons dans ce match-là. Je ne sais pas combien de ballons il a récupéré Aurélien Tchouaméni, mais il a été impressionnant défensivement. 10 actions défensives, 7 tacles, 2 interceptions, 6 ballons récupérés. Très très solide Aurélien Tchouaméni sur cette rencontre-là, donc forcément ça a été solide. Mais encore une fois, le point faible, défensivement peut-être Théo Hernandez. Jules Koundé, mais je trouve que son match est pas cata, franchement, mais c'est vrai que ces latéraux peuvent devenir un problème pour l'équipe de France si tu affrontes une top nation. Le match d'Upamecano et de Lacroix n'ont pas non plus été excellents, mais Mike Maignan est très très rassurant. Voilà, pour ce France-Norvège, ça a été long, mais on y a fini par réussir. Qu'est-ce qu'on a comme stat? Mbappé impliqué dans 23 buts en tournoi majeur avec la France. C'est un record, 17 buts, 6 passes décisives pour lui. 4e joueur français, Ousmane Dembélé, a inscrit un triplé en Coupe du Monde, après Juste Fontaine 2 fois. Enfin, du coup, 3e joueur français, mais 4e performance triplé. Juste Fontaine 2 fois contre le Paraguay, contre l'Allemagne en 1958, où il inscrit même un quadruplé contre les Allemands. Kylian Mbappé 2022, finale contre l'Argentine. On s'en souvient forcément. Et du coup, Ousmane Dembélé 2026 contre la Norvège. Forcément, la France a terminé en tête de son groupe de Coupe du Monde pour la 4e fois de suite, soit une de plus que lors de ses 12 précédentes apparitions en phase de groupe de Coupe du Monde. Donc c'est juste impressionnant. C'est la 2e fois de leur histoire que la France remporte ses 3 matchs de poule en Coupe du Monde. La première fois, c'était en 1998. On espère la même finalité, bien évidemment. On pourrait retrouver le Brésil en finale, même si j'y crois pas vraiment. Ça sera donc la Suède pour la France en 6e de finale. On aura le temps d'en reparler. C'est le 40e adversaire différent de la France en Coupe du Monde. Voilà. Donc, mine de rien, hâte de voir ce France-Norvège avec un secteur offensif norvégien très intéressant, et surtout la Norvège a monté sur cette phase de poule. C'est une équipe assez efficace, qui va pas manquer beaucoup d'occasions, qui certes, comme je trouve, assez fébrile défensivement. Je pense qu'il y a largement la place de faire très très mal. On l'a vu, les Pays-Bas ont fait très très mal à cette Suède-là sur la phase de groupe. Attention offensivement, parce que Alexander Isak, Victor Gyökeres, c'est quand même des clients, et qui font pas un mondial si horrible que ça. Donc à voir. Et puis pour finir sur la Norvège, Telo Asgard, c'est le premier but pour un joueur des Rangers en Coupe du Monde depuis Brian Laudrup. C'était pour la petite stat, il était assez intéressant. Lui et Oscar Bob ont quand même, je pense, été les 2 meilleurs Norvégiens sur le terrain. Voilà pour ce France-Norvège. On va pouvoir passer au reste des matchs là. Rapidement, l'Irak, malheureusement rapidement réduit à 10 à la 13e minute de jeu sur un rouge, annulation d'action de but sur Sadio Mané. Ça fait rouge, et surtout ça fait de grosses défaites pour les Irakiens, grosse victoire pour le Sénégal qui avait besoin de bonifier sa différence de but pour espérer finir dans les meilleurs 3e. Donc le Sénégal, après les résultats de cette nuit, est confirmé. Ils seront en 16e de finale, les Sénégalais, parce qu'ils seront parmi les meilleurs 3e. C'était pas donné, mais ils l'ont fait. On avait parlé de l'Angleterre contre le Ghana, et j'ai peur que cette Angleterre-là, vous allez voir le parallèle rapidement, je pense que cette Angleterre-là sera en grosse difficulté contre les blocs bas. On l'a vu contre le Ghana parce qu'ils n'ont pas les joueurs pour. Ce Sénégal-là contre les blocs bas, ils ont une arme, elle s'appelle Pape Gueye. Voilà. Ce mec a une qualité de frappe de loin dans des axes dangereux à 30 mètres du but, 25 mètres du but, qui, contre des blocs bas, peut être une arme parfaite pour débloquer des situations. Et encore une fois, il l'a montré, un doublé. C'est un joueur qui montre beaucoup de bonnes choses offensivement. On l'a vu à la Coupe d'Afrique des Nations. Et forcément, cette équipe sénégalaise a été assez tranquille globalement sur ce match-là contre l'Irak. Réduit à 10, forcément, ça n'a pas aidé. Il y a eu un petit peu de turnover fait par Papio, et ça a été un petit peu mieux. Donc, à voir ce que ce Sénégal-là, qui est passé proche finalement de la correctionnelle et de cette élimination en poule, va faire sur le reste de cette compétition. Donc, ça va être assez intéressant. Avec un Ismaïl Assar qui a marqué, qui a délivré une passe décisive. Donc, voilà, le Sénégal qui s'est fait peur mais qui recolle et qui va pouvoir voir les 16e de finale, tout comme le Cap-Vert qui a fait 0-0 cette nuit contre l'Arabie Saoudite. Bon, on va passer rapidement ce match-là parce que la vidéo dure déjà depuis 30 minutes, mais le Cap-Vert, voilà, aucune défaite, 3 matchs nuls et 3 points, et ils finissent 2e de leur poule. Alors certains vont dire qu'on se fait chier devant le Cap-Vert et que c'est pas une équipe passionnante, mais l'histoire est magnifique. Première Coupe du Monde, tu sors de la phase de groupe, tu vas ici en 16e de finale, tu finis 2e de ta poule après avoir accroché l'Espagne. Bon, l'Uruguay, c'était une Uruguay très décevante.
On s'attendait pas à ce que l'Uruguay performe, ils n'ont pas performé, mais le Cap-Vert, franchement, l'histoire est magnifique. Alors l'Arabie Saoudite 0-0, je crois que l'Arabie Saoudite avait juste pas envie de se qualifier, parce que vu la manière dont ils ont joué, parfois tu avais juste l'impression que ils avaient la flemme, les mecs, hein, je sais pas ce qu'ils faisaient, mais assez décevante cette Arabie Saoudite, mine de rien, et je crois que, et c'est pour souligner, hein, parce que l'Espagne finit premier, Cap-Vert deuxième, Uruguay troisième, Arabie Saoudite quatrième. Je crois que sur notre preview de la Coupe du Monde avec Melvin, quand on avait fait les previews des phases de groupe, nos pronos des phases de groupe, on avait le bon classement. On avait mis le Cap-Vert deuxième et l'Uruguay troisième. Et je dis ça parce que c'est une des seuls bons pronos qu'on a eu. Donc bon, je m'en satisfais. Et donc le Cap-Vert, donc il valide une qualif, bravo eux. Ils joueront l'Argentine en 16e. Et ça, c'est pas un cadeau, ça va être compliqué. Surtout que l'Argentine risque de faire tourner contre la Jordanie. Donc ils vont arriver tout frais, les Argentins, et Lionel Messi notamment en point d'or, que ça va être l'un des dangers et l'un des matchs à suivre de ces 16e de finale. L'autre donc partie de ce groupe-là, c'est l'Uruguay qui s'est incliné 1-0 face à l'Espagne. Carlos Baena, buteur sur une erreur de Fernando Muslera. Je pense qu'on peut faire une tier list des erreurs de Fernando Muslera en Coupe du Monde parce que ça commence à faire beaucoup trop là pour le gardien uruguayen qui sortait à la victoire par Marcelo Bielsa. C'est quand même très fort. On sait qu'il y avait énormément de tension dans cette équipe uruguayenne. Voilà. On savait que c'était le bordel un peu en interne, que les joueurs et l'entraîneur, ça passait pas bien. C'est une sortie très décevante. L'Uruguay, c'est l'une des grosses déceptions de cette phase de groupe de Coupe du Monde. Je m'attendais pas à ce qu'elle performe parce qu'on a un trou générationnel, qu'on avait des ententes qui n'étaient pas top entre Bielsa et son groupe. Déjà avant le mondial, c'était un peu tendu. Ça s'est confirmé là. Pourtant, ils font pas un match horrible contre l'Espagne. Ils ont bien muselé cette Espagne-là. Et là, on va avoir un problème avec cette Espagne, c'est qu'elle est beaucoup trop dépendante de Lamine Yamal. Et qu'en fait, si tu as une équipe, et c'est très compliqué d'enfermer Lamine Yamal, mais l'Uruguay l'a plutôt bien fait. Des fois, ils étaient quand même limite 5 autour de Lamine Yamal à chaque fois qu'il touchait le ballon. Mais si Lamine Yamal est muselé, ben en fait, où le danger va venir de la part de l'Espagne, c'est assez compliqué. Contre l'Arabie Saoudite, bon, ben, c'était assez faible, donc forcément, le danger peut venir d'un peu partout. Mais je suis très curieux de voir cette Espagne contre une équipe. Contre une grosse équipe, ils auront de l'espace et je pense que ça va le faire, mais contre une équipe qui maîtrise le bloc bas défensivement très solide, etc., si Lamine Yamal n'est pas forcément dans un bon jour ou qu'il est bien muselé, etc., je ne sais pas trop d'où peut venir ce danger de l'Espagne et c'est peut-être ça qui peut leur coûter cher sur le long terme à cette Espagne-là. Malgré tout, ils ont quand même énormément de qualité et ça va être un gros à déloger sur ce match-là. Voilà pour cette Espagne-Uruguay. On va pouvoir passer au dernier groupe qui a joué cette nuit. C'est Égypte, Iran, Belgique, Nouvelle-Zélande. Un partout entre l'Égypte et l'Iran. C'est terrible pour l'Iran parce que c'est une boulette du gardien qui remet l'Égypte dans le jeu. Et malheureusement, l'Iran a failli croire à la qualification après ce but à la 95e minute de jeu, mais annulé pour hors-jeu. J'ai pas pris le screen du hors-jeu, mais il est hors-jeu du demi-pied. Vraiment, il y a la moitié de son pied devant qui est hors-jeu. C'est ça qui compte. Parce que il y a un défenseur égyptien qui est là, mais le gardien est sorti. Et on rappelle qu'il faut 2 joueurs derrière le ballon pour couvrir un mec. Et donc là, il n'y a qu'un joueur. Donc c'est le pied du défenseur égyptien qui est pris par rapport au pied de l'attaquant iranien. Et ça se joue à quelques centimètres. C'est terrible pour l'Iran parce que cette équipe-là, avec ce qu'elle a vécu, avec ce qui se passe, avec leur préparation, le fait que le championnat iranien n'a pas pu jouer depuis 4 mois avec ce qui se passe au Moyen-Orient, leurs conditions d'accueil aux États-Unis depuis le début de cette Coupe du Monde qui sont scandaleuses, et ben l'Iran est pas loin de sortir de cette phase de groupe. Ça va peut-être se jouer à rien parce qu'il manque encore les résultats. On verra le classement des meilleurs troisièmes juste après. Mais cet Iran-là, franchement, elle mérite de sortir parce qu'elle montre tellement de belles choses sur le terrain et elle est tellement revancharde et dans l'attitude, elle est tellement exemplaire que franchement, c'est très très dur ce but annulé dans le temps additionnel à 95e minute de jeu, c'est ta balle de qualif. L'Égypte a joué à se faire peur parce que l'Égypte peut le perdre ce match, c'est pas scandaleux. Mine de rien, ils vont sortir, ils vont jouer l'Australie en suivant. Et je crois que le vainqueur de ce match-là affrontera l'Espagne, enfin en tout cas le vainqueur du match de l'Espagne. Attention, parce que l'Égypte, mine de rien, on sait qu'ils savent défendre. Je suis très curieux de les voir potentiellement contre l'Espagne. Tu me diras, l'Australie aussi sait défendre, malgré qu'il y ait peut-être un peu plus de failles dans cette équipe australienne. Mais ouais, ça va donner un 16e de finale, mine de rien, tendu. Je pense que l'Égypte est favorite, mais ça va être très très intéressant. Et l'Égypte va pouvoir sortir pour la première fois d'une phase de groupe en Coupe du Monde. On rappelle que la seule fois où ils ont joué un 8e de finale, c'était en 1934, mais il n'y avait pas de phase de groupe à cette époque-là. Donc forcément, c'était plus simple pour y accéder. Mais l'Iran, on va voir. Malheureusement, ça peut être très très compliqué pour sortir. Je vais vous montrer le classement des meilleurs troisièmes juste après, mais c'est pas mérité. Franchement, ils auraient mérité mieux les Iraniens et ils font quand même une Coupe du Monde exemplaire avec toutes les conditions et le contexte qu'on connaît. La Belgique, pour terminer. J'ai revu ce match en replay ce matin. Gros match des Belges. 35 tirs.
10 cadrés, 5 buts. Voilà, victoire 5-1. La Belgique, total le plus élevé en Coupe du Monde depuis 1966, hormis les 40 tirs contre les États-Unis en 2014 et les 36 contre l'Honduras en 1970. C'est la deuxième fois que la Belgique inscrit 5 buts dans la compétition, après la victoire 5-2 contre la Tunisie en 2018. Mine de rien, ça s'est décanté assez tard parce qu'en fait, il rentre à la mi-temps avec 1-0. Il pourrait rentrer à la mi-temps avec 4-0, c'était pareil. Hein. Franchement, la Nouvelle-Zélande, malheureusement, n'a pas vu le jour. Regardez-moi ces stats. 0 tir cadré, un ballon touché dans la surface de réparation par la Nouvelle-Zélande sur la première mi-temps. Ils ont été complètement bouffés par une Belgique qui a été très entreprenante, qui a été très dangereux. Trossard a été très remuant sur son côté. De Bruyne a été très actif. Doku aussi fait un bon petit match. Ça a été plutôt solide. J'aime beaucoup Mekele là, depuis le début de la Coupe du Monde, je le trouve très intéressant. Il a encore été plutôt bon, mais cette Nouvelle-Zélande-là est tombée sur juste trop fort, en fait. Et bon, ils sont éliminés, les Néo-Zélandais, mais ils ont fait une Coupe du Monde quand même très intéressante. Ils nous ont fait un excellent match contre l'Iran. Ils ont fait une très très bonne première période contre l'Égypte. Ils ont un petit peu explosé en vol, et là ils sont juste tombés sur plus fort qu'eux. Elliott Just, je pense que c'est la grosse satisfaction du côté de la Nouvelle-Zélande, qui a encore marqué un plutôt beau but, qui est plutôt remuant sur cette Coupe du Monde, qui est peut-être le facteur X de cette équipe néo-zélandaise. Il a fait un très très bon mondial, le joueur de Motherwell. J'ai beaucoup aimé sa Coupe du Monde, et ils ont marqué l'un des plus beaux buts de cette Coupe du Monde, le premier contre l'Iran, avec ce travail avec Chris Wood notamment. Donc cette Nouvelle-Zélande peut sortir quand même la tête haute, malgré ce dernier match où ils se sont fait complètement bouffer. Rudy Garcia fait confiance à Lukaku en super sub, ça a encore une fois fonctionné parce qu'il fait but et passe D. Romelu Lukaku. Il a joué 5 minutes, il met un but, une passe D. Voilà, comme ça, c'est clair. Il a touché 5 ballons. Et sur les 5 ballons, il y en a 2 qui sont décisifs. Mais en super sub Lukaku, c'est très très intéressant parce que ça fait 2 fois qu'il est très efficace. Contre l'Égypte, il participe activement à l'égalisation. Et là, il marque, donc plutôt intéressant. Cette Belgique fait le plus dur. Elle s'est fait un petit peu peur sur la phase de groupe, mais elle valide son billet en tant que premier de ce groupe G de cette Coupe du Monde, et donc poursuivra son aventure du côté de cette Coupe du Monde. Le classement donc de ces poules-là, vous le connaissez, mais c'est surtout le classement des meilleurs troisièmes qu'il faut observer, puisque la Suède, c'est validé, ils finiront premier, meilleur troisième, ils affronteront la France. La Bosnie-Herzégovine affrontera les États-Unis, c'est officiel. On attend encore le classement de l'Équateur. Le Paraguay affrontera l'Allemagne, c'est sûr. La Croatie va jouer contre le Ghana au prochain match. On sait qu'un nul satisfait les deux équipes. L'Algérie, l'Autriche, pareil, un nul satisfait les deux équipes. Et la République démocratique du Congo, c'est là que ça va se jouer par rapport à l'Iran. C'est que si les RDC gagnent, l'Iran sort en fait. Parce que je pense que la Croatie va jouer le match nul contre le Ghana, va donc passer devant l'Iran parce que les Croates auront 4 points. Pareil pour Autriche-Algérie, s'il y a match nul, l'Algérie passe devant l'Iran parce qu'ils auront 4 points. Et du coup, ça va jouer avec la République démocratique du Congo qui, si elle gagne contre l'Ouzbékistan, est avec 4 points, passera donc devant l'Iran et sortiront. On vous avait dit 3 points de différence de but positive. Ça passe, l'Iran est à 0. Donc malheureusement, ça se jouera, je pense, entre eux et la République démocratique du Congo. Donc ça sera au tout dernier moment parce que ça sera le dernier match de cette phase de groupe. Ça sera ce RDC-Ouzbékistan qui sera décisif. Voilà, peut-être que l'Afrique pourra placer 9 équipes sur 10 en 16e de finale, puisque à part la Tunisie, je pense que tout le monde passera si la RDC et l'Algérie sont évidemment qualifiés. Réponse ce soir, parce que c'est le programme de ces matchs-là. Voilà pour le classement des meilleurs troisièmes. Le programme donc, juste des matchs à jouer, après je vous montre le tableau des 16e de finale. Il nous reste donc Croatie-Ghana ce soir à 23h, Panama-Angleterre, et dans la nuit de samedi à dimanche, 1h30 du matin, Colombie-Portugal, RDC-Ouzbékistan, et à 4h du matin, Algérie-Autriche, Jordanie, Argentine, et dès demain soir, 21h, Afrique du Sud-Canada. Pour les premiers 16e de finale, on fera la preview et notre tableau des 16e de finale lundi, avec Melvin. Voilà, donc on aura skip l'Afrique du Sud-Canada, donc on connaîtra déjà le résultat, mais ça s'enchaîne trop vite. Et donc, c'est pas possible. Mais voilà le tableau potentiellement provisoire des 16e de finale, avec certains confirmés. Je crois que toute cette partie de tableau s'est confirmée. La partie de tableau de la France. On sait que ce sera Allemagne-Paraguay, France-Suède, les vainqueurs s'affronteront. Afrique du Sud-Canada, Pays-Bas-Maroc, les vainqueurs s'affronteront. Et donc, dans cette partie de tableau, pour aller chercher la première demi-finale, c'est l'Allemagne, la France, le Maroc et les Pays-Bas qui sont favoris. Il ne faudra pas oublier la Suède, le Paraguay, l'Afrique du Sud, le Canada. Forcément, deuxième partie de tableau, on attend les confirmations. L'Autriche est quand même dans une position assez cocasse parce que s'ils finissent deuxième du groupe, c'est-à-dire en cas de victoire ou match nul, ils jouent l'Espagne. Et s'ils laissent l'Algérie gagner pour finir deuxième, ils sont éliminés parce que leur différence de but sera trop faible. Donc en fait, l'Autriche est obligée de jouer un match nul et obligée de gagner pour s'assurer d'être sa qualification, mais jouera quasiment avec certitude l'Espagne. Le Portugal, s'il gagne contre la Colombie, basculera dans l'autre partie de tableau
Et donc potentiellement, ça pourrait nous offrir une demi-finale Portugal-Argentine, Messi contre Ronaldo. On en rêve un petit peu tous, mais ça pourrait potentiellement aussi, s'ils ne gagnent pas contre la Colombie, les Portugais, tomber dans la partie de tableau de l'Espagne dès les huitièmes de finale. Et pour ça, il faudrait passer potentiellement soit le Ghana, soit la Croatie. Et c'est clairement pas facile quand on voit les difficultés des Portugais contre les blocs bas. Voilà. Et l'Espagne qui se retrouve dans la partie de tableau, donc avec les États-Unis, la Bosnie-Herzégovine, la Belgique et potentiellement la Corée du Sud, mais ce sera sûrement un autre troisième, parce que la Corée du Sud, je pense, va sortir de ce bracket. La Norvège, qui est adversaire des Bleus, va jouer contre la Côte d'Ivoire. Le vainqueur affrontera le vainqueur de Brésil-Japon. Donc ça, c'est également un très très gros choc. Et pour le reste, on attendra tranquillement les affiches, mais potentiellement Angleterre-Sénégal également en 16e de finale. Costaud, mais très intéressant. Voilà, pour cette totale. Comme ça, je suis complet sur ce qui va se passer pour la suite de cette Coupe du Monde. On est parti. Vous pouvez vous abonner. On est parti, par exemple, presque dans le pur compétition, 16e de finale, élimination directe. Ça, c'est Bonnard. Et donc, c'est une très bonne chose. Voilà, pour ces affiches. Et puis, on va pouvoir se quitter. Vous pouvez vous abonner. Il y a les vidéos top 14 qui est sortie. Il y a la finale ce soir, ne l'oubliez pas. On fera la tier list la semaine prochaine. En plus de la preview des 16e de finale. Voilà, on va pouvoir se laisser après cette très longue vidéo. C'était long. Je vous remercie de m'avoir suivi. Ciao tout le monde.